Alors, bonjour et bienvenue à tous qui nous suivez sur toutes les différentes plateformes où nous sommes en direct. Je suis Congouline Adidjet, chargée de communication à Wati, et je vous remercie d'avoir répondu présent à l'invitation de Wati et du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest pour ce second dialogue virtuel. N'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux sociaux avec le hashtag WatiXCSAO. CSAO. Alors, le dialogue virtuel de Wati, les dialogues virtuels, c'est le deuxième, sont l'occasion de répondre aux besoins de partage de connaissances, de savoir et de valorisation de l'expertise africaine. Et aujourd'hui, nous avons, en partenariat avec le Club du Sahel, M. Youba Sokona avec nous pour discuter du changement climatique, atténuation, adaptation au Sahel et en Afrique de l'Ouest. M. Youba Sokona, vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, JEC, sera avec nous, et M. Gilles Yabi, directeur exécutif du think tank Wati, sera à la modération de l'échange. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous proposons d'écouter Pathé Dieye, chargé de recherche à Wati et slammer. Il nous partage une de ses compositions liées au changement climatique. Moi, je me nomme Amadi, j'habite à Mopti. Sur la terre, mon destin est écrit. Compter sur elle, j'ai appris. Pour vivre, aimer, espérer, et cela m'a toujours suffi. Mais ces derniers temps, le ciel ne pleure plus assez. L'aridité a inondé mon cœur et c'est la faim qui fleurit. Les enfants apprennent à mâcher le vent pour tenir debout, avoir au moins la force de rêver. Moi je me nomme Madi, j'habite à Chari. Mon luxe n'est pas de boire, mais juste exprimer cette envie de boire. La soif a élu domicile non loin de chez nous. Elle terrorise et assèche les cours d'eau. Elle est même plus dangereuse que Boko Haram, il paraît. Il paraît que la guerre a éclaté dans le grenier du monde, qu'on doit s'attendre à pire, mais déjà ici, quand on respire, on reçoit la canicule à bout portant. Le soleil fait sa soupe avec nos crânes, alors à quoi pensez-vous quand vous dites qu'il y a pire? À quoi pensez-vous quand vous dites qu'il y a pire? Pour nous, le changement climatique n'est pas un concept, un phénomène lointain qu'on vit là-bas. Il s'invite au petit déjeuner qu'on ne voit pas, rafle le maigre déjeuner démerdé ci et là. Bon appétit, Inch'Allah. En attendant, on tâtonne pour planter les céréales de la résilience, espérant récolter des graines d'adaptation. Un feu vert pour la verdure tient mieux qu'un fond vert. On n'attend pas des sauveurs. Vraiment pas. On cherche à renaître à notre manière. On cherche à renaître à notre manière. Patterson. Wati. Voilà, c'était Pathé Dieye, un slam très intéressant. Le soleil fait sa soupe avec nos crânes. Je ne sais pas d'où vous nous suivez, mais à Dakar, le soleil fait vraiment sa soupe avec nos crânes. À présent, je vais laisser la parole à M. Laurent Bossard pour son mot de bienvenue, le directeur exécutif du Club du Sahel, pour son mot de bienvenue. M. Bossard. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Mon nom est Laurent Bossard. Je suis le directeur du secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, qui est le partenaire heureux de Wati dans ce soir. Le club a été créé quand le soleil faisait la soupe dans le crâne des Sahéliens à la fin des années 1970. Il a été créé pour ça. Et j'en profite pour dire un immense merci et beaucoup d'admiration pour ce slam. Absolument magnifique. Un grand merci aussi, bien entendu, à Youba Sokona d'être avec nous. Nous sommes très honorés et émerveillés de le voir pouvoir participer dans une
dans un taxi, dans une voiture. Le changement climatique dans la région qui est notre raison d'être, moi je l'appelle plutôt un basculement climatique. Un basculement, c'est un changement qui va vite. Et ça fait depuis le début, depuis qu'on existe, qu'on adresse ce basculement. De même, et j'insiste là-dessus, qu'un autre basculement majeur, qui est le basculement de la population et du peuplement. Et on ne peut pas aborder le premier seul, ni le deuxième. Ils vont de pair, ils vont ensemble, et ça va être, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler rapidement que le club a, comme je l'ai dit, une conscience aiguë et très ancienne de ces problématiques. La Convention des Nations Unies contre la désertification a été écrite au secrétariat du club en 1993. Avant, en 1984, le club avait co-créé le réseau de prévention des crises alimentaires, où l'on parle en permanence, c'est le sujet de la dégradation des relations de l'homme et de son milieu et de ses conséquences en termes alimentaires. Je voudrais, et ce n'est pas usuel, mais je voudrais vous donner un rendez-vous, même si on est au début d'une réunion. Je vous donne un rendez-vous à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, où nous allons organiser un événement virtuel sur un sujet qui peut paraître à certains, pas à tous, un peu singulier, un peu particulier, mais qui en fait ne le devrait pas. Et ce sujet, c'est la résilience des villes au changement climatique et comment la production de données peut aider ces villes à devenir résilientes. Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ce basculement démographique et de peuplement. Alors, vous le savez sans doute bien pour beaucoup d'entre vous, mais la population de cette région, d'ici 2050, elle aura doublé. Et d'ici 2050, cette région, elle sera très, très majoritairement urbaine. La grande majorité des gens qui vivront dans cette région en 2050 vivront dans des agglomérations urbaines. Et si vous voulez comprendre cela, allez visiter au passage le site Africapolis, africapolis.org. Vous y verrez cette incroyable et extraordinaire myriade de villes petites, moyennes et grandes qui sont en train de se développer. Et vous y verrez par exemple que dans les pays sahéliens qui sont au cœur des problématiques climatiques, eh bien, dans un pays comme le Niger, il y a deux villes ou trois par an de plus de 10 000 habitants qui apparaissent, des nouvelles villes. Donc, il faut prendre les prévisions du GIEC à 2050, et le professeur nous en parlera, mais il faut aussi garder à l'esprit qu'en 2050, la population aura doublé et qu'elle sera majoritairement urbaine. Et la question, c'est comment on peut intégrer ces dynamiques d'urbanisation dans la promesse d'une transition juste pensée, notamment dans la lignée de la COP de Glasgow. Alors, modestement, et j'en finirai par là, je vais vous dire que sur la base de nos travaux sur l'urbanisation, nous essayons d'attirer l'attention de plus en plus, qui a déjà été reconnue par les COP, sur la nécessité de prendre en compte les villes dans la lutte contre le changement climatique et de s'appuyer sur les élus locaux dans la lutte contre le changement climatique. Et très concrètement, vous pourrez consulter sur notre site et sans doute sur la page Wati qui va être ouverte après cette discussion, les travaux que nous faisons actuellement sur les espaces verts dans les villes. Nous cartographions les espaces verts dans toutes les villes africaines, un peu plus de 5000 d'entre elles en tout cas, et nous essayons de montrer comment ces espaces verts, s'ils sont bien utilisés, peuvent aider les villes et les citadins à s'adapter au changement climatique, parce qu'au fond, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'espaces verts dans une ville pour que cette ville puisse prétendre être plus résiliente au changement climatique. Ça dépend aussi du nombre de personnes qui vivent à proximité de ces espaces verts. Accra et
et Abuja ont à peu près la même surface ou le même pourcentage de leur surface en espace vert. Mais en réalité, les populations qui en bénéficient sont extrêmement différentes. À Accra, c'est de l'ordre de 13% et à Abuja, c'est de l'ordre de 50%. Donc, c'est un sujet absolument fondamental. On travaille là-dessus. C'est une de nos contributions et nous allons continuer à le faire. Voilà. Merci encore à vous tous. Je vois, j'en suis très heureux que vous êtes 90 avec nous. Et donc, je laisse maintenant la parole à ceux qui doivent la prendre. Merci beaucoup encore. Merci, M. Bossard, pour ce mot de bienvenue très exhaustif et très représentatif de la situation actuelle, de la gravité et de l'urgence de la situation. Je vais à présent laisser la parole à Gilles Yabi pour la suite des événements. Monsieur Yabi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, merci Adji. Merci à toutes et à tous d'être présents. Je vais essayer d'être le plus court possible parce qu'on est tous impatients d'écouter Youba Sokona, qui est donc notre invité aujourd'hui. Je vais simplement remercier chaleureusement Laurent Bossard du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, de l'OCDE et toute l'équipe du Club du Sahel qui entame avec Wati cette collaboration. Alors, c'est peut-être le deuxième dialogue virtuel de Wati, mais c'est le premier de cette série qui se déroulera donc dans le cadre de cette collaboration avec le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Cette collaboration s'inscrit, je pense qu'il faut le rappeler aussi, dans la suite des concertations sahéliennes, une initiative du Club du Sahel d'Afrique de l'Ouest à laquelle on a été associé. J'ai été associé personnellement avec beaucoup de plaisir. Et je pense que la complémentarité entre le Club du Sahel et d'Afrique de l'Ouest et Wati, elle est assez évidente. Le Club du Sahel produit énormément de connaissances depuis très longtemps sur toute une série de sujets. Ça a commencé par des questions alimentaires, des questions de sécheresse. Laurent Bossard vient de le rappeler, mais on voit aussi aujourd'hui énormément de production sur les questions des villes vertes, sur la question environnementale, sur la question de l'urbanisation. Et je crois qu'il y a une très grande richesse dans ce travail de recherche qui est fait par le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et effectivement, sur le site du club, mais aussi sur le site de Wati, sur une page dédiée à ce projet, vous pourrez retrouver les publications du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur le Sahel et sur l'Afrique de l'Ouest. Et l'autre élément important, une complémentarité également, et vision partagée, c'est celle au fond d'une vision transversale qui considère que les questions politiques, économiques, sociales, alimentaires, sanitaires, éducatives, toutes ces questions sont liées. Et lorsqu'on parle d'un doublement de la population dans la région, on doit en prendre toute la mesure dans toutes les dimensions. Et je crois que le rendez-vous aujourd'hui autour de la question du changement climatique est aussi l'illustration de ce besoin aujourd'hui d'avoir des citoyens et pas seulement des experts, des citoyens qui soient aussi au fait des enjeux et qui participent à la construction des solutions. Donc, Wati, c'est un think tank citoyen. Je ne vais pas le présenter davantage. On essaye d'alimenter le débat public justement sur toutes les questions que nous considérons comme étant structurantes pour le présent et surtout pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Mais nous pensons que les sujets et les échanges contribuent en réalité aux connaissances et au débat à l'échelle du continent et pas simplement en Afrique de l'Ouest. Wati, c'est aussi le temps. C'est en bambara une déformation de Wati, le temps long, mais aussi le temps de l'urgence. Et je crois que la question climatique, c'est celle qui nous rappelle à la fois justement cette continuité entre le temps court et le temps long et le besoin de répondre de manière très urgente, mais en étant conscient aussi, notamment qu'un certain nombre de dynamiques de longue durée, en réalité, ne sont pas arrêtables. Et donc, le sujet de l'adaptation devient très important parce qu'au fond, il y a malheureusement déjà des mécanismes de longue durée qui sont enclenchés et je pense que le professeur Youba Sokona pourra revenir sur ces dynamiques de longue durée qui nous amènent aujourd'hui à une nécessité de répondre de manière urgente. Donc, bienvenue à nouveau au professeur Youba Sokona, que je vais présenter très rapidement avant de lui donner la parole. Le professeur Sokona est donc citoyen malien,
S'il est dans une voiture, comme vous l'aurez remarqué, c'est parce qu'il y a eu un petit souci de vol, mais ça, c'est aussi l'adaptation, on doit la faire. Et donc, on est très content de l'avoir et on pense que la connexion tiendra. Il vient d'arriver à Bamako et on est vraiment très ravis de l'avoir. Monsieur Sokona est donc vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, un expert dans les domaines du développement, de l'énergie et du développement durable en Afrique depuis très longtemps. Il est au départ titulaire d'un doctorat d'ingénieur en sciences de la Terre à l'École supérieure des mines et de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris. Il a ensuite travaillé au sein de l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Il a été le coordonnateur du Centre africain pour la politique climatique en matière de climat. Il a été aussi initiateur du pôle énergie de l'ONG ENDA basé à Dakar. On n'a pas pu tout mettre dans cette biographie, mais il nous semblait important d'aller le plus vite possible à nouveau à la discussion. Je rappelle simplement qu'il est aussi auteur de très nombreux articles scientifiques et du 4e rapport d'évaluation du GIEC, qui a reçu le prix Nobel. Ce groupe a reçu le prix Nobel de la paix en 2007, il faut le rappeler. Et donc, on a aussi le professeur Yuba Sokona, qui est récipiendaire du prix Nobel à travers sa participation et son rôle très important depuis des années au sein de ce groupe. Merci beaucoup. On va passer directement au premier temps de la conversation. À nouveau, il y a énormément de questions, donc c'est pour ça que je vais directement aux échanges. Et on va commencer peut-être avec une partie un peu pédagogique, en vous demandant, professeur Yuba Sokona, ce que nous dit le dernier rapport du GIEC sur l'état de la planète, qu'un citoyen ordinaire de la planète doit comprendre de ce rapport. Et vous pourrez ensuite nous dire ce que cela nous dit en particulier sur le continent africain. Merci Gilles, merci aux participants, merci au Club du Sahel de m'avoir invité pour ce dialogue sur la question du climat et à travers la question du climat, les problèmes et préoccupations du Sahel. Quand Gilles m'a contacté, j'ai tout de suite dit oui, parce que nous partageons le même combat, à savoir l'information, la sensibilisation, la formation, à tout moment pour le bonheur d'un maximum de personnes au Sahel. Le Club du Sahel, ça me rappelle mes années de thèse dans les années 70 à Paris. Je travaillais sur le bassin du Sénégal et je fréquentais assidûment le centre de documentation du Club du Sahel. Et dans le slam, on vient de rappeler Mopti, qui me rappelle ma jeunesse. Et quand j'étais jeune à Mopti, il y a près d'une 60aine d'années, on commence le mois d'octobre-novembre à porter ce que l'on appelle le kassa, c'est-à-dire les boubous en laine crue de mouton, et qui n'est plus d'actualité. Beaucoup de jeunes, ceux qui ont 30 ans, 40 ans, ne connaissent pas ça. J'ai l'habitude d'expliquer à mes collègues du GIEC qu'on n'a pas besoin de science pour expliquer aux Sahéliens que le climat change, et ça change très vite. Ceci sont des signes qui montrent que le climat a beaucoup changé et ça change très vite. Mais quel nous dit le rapport du GIEC? Si on commence par la base physique, c'est-à-dire le rapport du groupe 1, il nous indique clairement que nous savons depuis des décennies que la planète se réchauffe. Ça, c'est un pléonasme. Les changements climatiques récents qui sont généralisés, qui sont rapides, s'intensifient et sont sans précédent depuis des milliers d'années, avec certains qui sont désormais irréversibles, c'est-à-dire notamment la remontée des océans dans certains endroits où la fonte des glaces sont des phénomènes irréversibles. Le réchauffement planétaire a atteint globalement 1,1 degré à peu près sur la décennie 2010-2019 par rapport à la période pré-industrielle de 1850 à 1900. Ensuite, la concentration de gaz carbonique, c'est-à-dire de CO2 dans l'atmosphère, la plus élevée depuis 2 millions d'années.
l'élévation du niveau de la mer présente des taux les plus élevés depuis au moins 3 millions d'années, depuis au moins 3000 années. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je peux passer tout l'après-midi uniquement en donnant des indications qui montrent clairement que ça change. Et il est incontestable que ce phénomène-là est lié à l'activité, aux activités humaines, qui sont à l'origine de ce changement climatique, mais qui rend les phénomènes climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur, les fortes précipitations et les sécheresses plus fréquentes et plus graves. J'ai l'habitude, en boudant également mes amis des pays tempérés du Nord, en disant que chez nous maintenant au Sahel, la climatisation est devenue une nécessité vitale, comme le chauffage est une nécessité dans les pays tempérés, et que ce n'est plus un luxe, parce que au-delà d'une certaine température moyenne à travers l'année, on a des difficultés à pouvoir travailler, à pouvoir réfléchir, à pouvoir vivre de manière décente. Et à moins également, le rapport nous apprend qu'à moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, ben, il sera impossible de limiter le réchauffement à 1,50. Donc, pour regarder un peu le contexte africain, c'est l'augmentation de la température de surface de l'air a été plus rapide en Afrique que la moyenne mondiale. C'est-à-dire certaines parties de l'Afrique se sont réchauffées à plus de 1,5 degré, certaines à 2 degrés, il y en a qui indiquent même qu'à 3 degrés, mais dans le contexte africain, on dispose de peu d'informations et de peu de données. Et l'augmentation des vagues de chaleur devrait se poursuivre tout au long du 21e siècle en Afrique. Ensuite, la fréquence et l'intensité de fortes pluies, c'est-à-dire même quand on regarde un peu le Sahel, il y a la rareté des pluies, mais il y a l'abondance des pluies également en même temps. C'est-à-dire quand les pluies viennent, c'est les pluies diluviennes qui sont suivies d'inondations. Ceci devrait augmenter. Et le rapport nous indique également que le changement climatique va aggraver les sécheresses en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et éventuellement en Afrique australe. Et que ce soit les taux d'augmentation de température de surface, que ce soit les augmentations observées des extrêmes, parce que jusqu'ici, jusqu'au 6e rapport, on avait des difficultés à lier les phénomènes extrêmes, les extrêmes climatiques, à les attribuer au changement climatique. Maintenant, on a l'évidence à partir de données, à partir d'observations, à partir également de modélisation que ceux-ci sont liés. Et que ce soit la remontée du niveau des mers et que la fréquence et l'intensité des épisodes de fortes précipitations qui devraient augmenter presque partout en Afrique avec un réchauffement climatique supplémentaire. Bon, bref, le problème, il est connu. Je pense que ça ne sert à rien du tout de passer le temps. On peut lier cela également à pas mal de phénomènes, que ce soit la pauvreté, que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit les problèmes de santé et autres. Ceci ne va pas nous avancer en dissertant là-dessus. Je pense qu'on ferait beaucoup mieux de mettre l'accent sur que faire et comment faire. C'est-à-dire, Ouati indique clairement qu'il est temps d'agir. Donc, le nom de l'organisation de Gilles est bien choisi. Ouati Sera. Il est temps maintenant d'agir, c'est-à-dire de spéculer. On a tous les éléments scientifiques en main pour agir frontalement. Merci beaucoup. Je vais arriver dans 5 minutes à la maison. J'ai demandé à mon fils qui me conduit d'être sûr que je peux me connecter sur son téléphone. C'est à partir de son téléphone que j'ai la connexion. Mais on arrive dans 5 minutes. Très bien, très bien. On est déjà dans l'adaptation, dans la flexibilité. Merci beaucoup. Peut-être juste une question sur l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et peut-être sur la différence entre les pays sahéliens, le Sahel central et les pays côtiers. Est-ce qu'on s'attend à des impacts différenciés en fonction justement de ces deux catégories dans la région qui nous occupe particulièrement? Ce qui différencie et caractérise les deux, c'est que les pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana
le Togo et autres, ils vont connaître des phénomènes d'érosion et de remontée du niveau de la mer. On commence déjà à avoir quelques préoccupations au niveau du port de Cotonou. Bon, parce que les infrastructures portières se trouvent attaquées par le phénomène du changement climatique. Donc, il y a un réagissement à faire à ce niveau-ci. Dans le contexte sahélien, bon, la chose est bien connue. Je pense que le Club du Sahel s'est énormément investi là-dessus. C'est-à-dire que c'est des zones qui connaissent la variabilité climatique, beaucoup plus caractérisées par la sécheresse et puis la dégradation des terres. Ben, c'est des phénomènes qui vont s'amplifier, même si on va connaître partiellement des épisodes pluvieux intenses qui génèrent des inondations avec des pertes en vie humaine, en biens, parce qu'on n'est pas préparé pour faire face à ce genre de phénomène. Merci beaucoup. Et peut-être sur la prise en charge politique, ou en tout cas le sentiment aujourd'hui d'une prise de conscience par les acteurs politiques de la région, même par rapport simplement à la diffusion des connaissances issues des rapports du GIEC. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant tout le monde est pleinement conscient de l'enjeu en Afrique de l'Ouest au niveau politique? Je crois qu'on a... il y a eu des avancées énormes sur le plan politique en Afrique de l'Ouest. Je me rappelle, en 1992, quand nous préparions le sommet de Rio, j'ai été sollicité pour donner une conférence au ministre de l'Environnement à Ouagadougou africain. À l'époque, j'indiquais que les changements climatiques étaient une préoccupation importante et qu'il fallait commencer à s'y préparer. Et la réponse que j'avais reçue à l'époque, c'était qu'il ne faut pas divertir les Africains de leur préoccupation majeure qui est la désertification, la dégradation des terres. Et que la question du climat, c'est des questions des pays industrialisés. Et les choses ont beaucoup changé depuis 1992. À Paris, tous les chefs d'État africains étaient présents pratiquement. Et les chefs d'État et de gouvernements africains ont mis en place ce qu'on appelle le comité des chefs d'État et de gouvernement pour le changement climatique. Mais tous les pays également ont élaboré quelques programmes sur la question du changement climatique. C'est-à-dire que politiquement, on a fait beaucoup d'avancées. Merci beaucoup. On va vous laisser vous installer. Le Sahel, c'est aussi la famille et c'est la fraternité. Donc, vous nous faites visiter en même temps votre bureau à Bamako. Vous serez mieux installés et on n'a rien perdu de vos propos. Merci beaucoup. Peut-être pour terminer sur ce premier temps, sachant qu'effectivement, le deuxième est celui de ce qu'on fait le plus important. Je voulais peut-être aussi avoir votre avis sur l'articulation entre les conséquences du changement climatique et les questions de sécurité. Vous êtes citoyen malien. Dans le Sahel, on a aujourd'hui une préoccupation sécuritaire évidente. Et la question, il y a beaucoup de publications, d'opinions sur le lien à établir entre insécurité et changement climatique. Parfois, on peut se demander si ce n'est pas un peu forcé le trait que de vouloir un peu tout ramener au changement climatique. Mais en même temps, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un lien entre les problèmes de sécurité qu'on observe déjà dans la région et la question du changement climatique, ou est-ce que c'est plutôt une préoccupation du futur, sachant qu'effectivement, les dégradations du climat vont entraîner une dégradation, par exemple, des activités économiques et créer un terreau plus fertile peut-être à la violence et à l'insécurité. Quel est votre point de vue, votre regard sur cette question? Je crois que pourquoi je me suis intéressé à la question du changement climatique et à la question de l'énergie, parce que c'est deux questions qui touchent à tout dans la vie, qui touchent à la société,
qui touchent aux ressources naturelles et autres. Et le problème du climat, c'est les changements climatiques mettent à nu et tous les problèmes qui sont quelque peu latents, les amplifient et les rendent visibles à beaucoup. Quand je dirigeais l'Observatoire du Sahara et du Sahel, j'ai essayé d'attirer l'attention parce qu'on travaillait sur deux questions essentielles, c'est-à-dire la gestion des aquifères transfrontaliers et également de mettre en place des observatoires biophysiques, socio-économiques, climatiques pour essayer de comprendre les dynamiques de changement sur le plan scientifique afin d'initier des éléments de réponse à ces questions-là. À l'époque également, les politiques ne nous ont pas tellement écoutés. Et quand on regarde deux questions essentielles, c'est-à-dire la question de l'agriculture et la question de l'élevage, qui occupent la majorité des Sahéliens, c'est-à-dire il y a environ 70% des Sahéliens qui travaillent la terre, qui vivaient de la terre, une proportion relativement importante également de l'agriculture. Et quand on regarde ces phénomènes, les pratiques agricoles, les pratiques d'élevage, ceci ne considérait pas du tout la finitude de l'espace. C'est-à-dire l'espace était infini. Or, on s'est rendu compte petit à petit, sans qu'on se rende compte que avec l'accroissement de la population, avec l'urbanisation, avec les progrès aussi bien dans la médecine humaine qu'animale, les choses ont changé et puis les pratiques n'ont pas tellement évolué. Et ceci a commencé parce que les agriculteurs et les paysans vivaient en harmonie, c'est-à-dire en période agricole, les animaux étaient quelque peu distants des champs et puis après les récoltes, ben, les animaux étaient là. Ensuite, il y avait une sorte de symbiose parce qu'ils participaient également à l'amendement des sols. Ben, il y a eu une rupture et il y a eu une sorte de confrontation entre ces deux communautés à cause de la restriction de l'espace et du fait également que les pratiques, les systèmes de production n'ont pas tellement évolué. Ceci également a constitué un certain nombre de tensions entre les paysans eux-mêmes par la dégradation des terres. Le phénomène d'urbanisation aidant et les pratiques énergétiques les plus importantes, la plupart des Sahéliens, parce que 90% de l'énergie domestique, ça vient du bois, du charbon de bois. Il suffit de se mettre à l'entrée de Dakar, à l'entrée de Bamako, à l'entrée de Ouagadougou, à l'entrée de n'importe quelle capitale africaine pour voir des chargements de charbon et de bois. Et ceci ne meut personne. Ben, ce qui fait qu'il y a de plus en plus une restriction de l'espace et de plus en plus également, ça a amené à générer un certain nombre de conflits qui étaient quelque peu latents. Et ce n'est pas tellement la non-disponibilité de terre et ce n'est pas tellement la non-disponibilité de ressources pour l'agriculture et pour l'élevage, mais c'est les systèmes qui n'ont pas tellement évolué. Ceci, c'est une question fondamentalement en cause. Ben, on commence à voir ces différents éléments qui méritent d'être étudiés de beaucoup plus près, beaucoup plus dans la recherche d'éléments de réponse que de dire qu'un problème est là. Parce que quand on regarde dans le domaine du développement agricole, ben, il y a moins de 7% des terres agricoles des pays sahéliens qui sont irriguées. Quand on regarde la chaîne de valeur du secteur agricole, ben, l'input énergétique est relativement limité, sinon marginal. Quand on regarde également la chaîne de valeur de l'élevage, on constate le même phénomène. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de disponibilité de moyens, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de connaissances là-dessus, ce n'est pas parce qu'également on ne sait pas comment améliorer ceci, parce qu'il y a énormément de projets, de petits projets ici et là qui indiquent ce qu'il faut faire. Mais ce que l'on n'a pas su faire, c'est de faire en sorte que ces projets nourrissent les politiques que l'on met en place. On a beaucoup plus tendance à spéculer sur la nature des problèmes plutôt que de voir comment on peut aider à s'en sortir sur la base
de l'expérience, sur la base des connaissances, sur la base également des opportunités qu'il faut saisir. Merci beaucoup. Je me permets de relancer sur le lien avec la question de l'eau. Est-ce que c'est aussi ça le problème majeur, l'accessibilité de l'eau? Vous parlez d'irrigation qui, en fait, pour l'instant, est en réalité donc assez faible déjà dans la région. Avec le changement climatique, probablement donc moins de pluie et quand elles viennent plus abondantes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer fondamentalement par quel canal l'impact sur l'agriculture passe? Est-ce que c'est par l'accès à l'eau? Est-ce que c'est par la pauvreté des sols, etc.? Je crois qu'il y a, j'ai essayé tantôt d'indiquer que une des entrées essentielles, c'est quand même la question de l'énergie. C'est-à-dire à partir du moment où on a la maîtrise de la question de l'énergie, on a à peu près la maîtrise de 60 à 70% des problèmes qui se posent au niveau du Sahel. Parce que la question de l'eau est liée à la question de l'énergie. Il n'y a nulle part au monde, si on a accès à l'énergie, on n'a pas l'eau. C'est-à-dire on peut transporter sur des distances, on peut pomper, extraire du sous-sol. Il y a différentes manières de le faire. C'est beaucoup plus, ce qui se pose beaucoup plus, c'est la gestion de l'eau, la gestion de la ressource en eau. Parce qu'il y a des moments où il y a l'abondance, il y a des moments où il y a la pénurie. C'est une question de beaucoup plus de la ressource. C'est-à-dire il faut voir le système dans sa globalité plutôt que sectorialisée. C'est-à-dire on a tendance beaucoup plus à voir les problèmes de manière plus sectorielle, c'est-à-dire de dire que bon, la question de l'énergie est là, la question de l'eau est là, la question de ceci ou cela est là. Il faut le voir beaucoup plus de manière holistique. Si d'une manière générale, on fait le bilan dans le contexte sahélien, il n'y a réellement pas de manque d'eau. Il y a beaucoup plus un problème de gestion de la ressource de l'eau, que ce soit les eaux de surface, que ce soit les eaux souterraines, que ce soit également la collecte et puis la gestion de l'eau. Je me souviens, dans les années 82, quand je suis arrivé la première fois à Dakar, et j'ai fait le tour du Sénégal pour voir à peu près ce qui se passe au niveau en milieu rural pour les problèmes d'eau, parce que c'était juste après la seconde sécheresse importante dans les années 70. Et j'ai été surpris de voir en Casamance des cases à implusion, c'est-à-dire qu'ils collectent les eaux de pluie et qu'ils essaient de les infiltrer pour les mettre sous-sol afin de pouvoir les utiliser en période sèche. Il y a beaucoup d'exemples du genre sur lesquels on aurait pu bâtir un certain nombre de politiques. Oui, la question de l'eau, elle est importante, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est quand même mettre l'accent également sur la gestion. Après la période de sécheresse des années 70, on a mis beaucoup plus l'accent sur les forages, en négligeant la question de la gestion des ressources. Les forages étaient beaucoup plus importants, parce qu'on aurait pu, aussi bien les partenaires au développement que les gouvernements africains, tous mettaient des forages parce qu'on pouvait mettre des drapeaux sur les forages. Mais sur la question de la gestion, on avait des difficultés à mettre des drapeaux là-dessus. Je pense qu'il faut savoir marcher sur ces deux pieds. Forage important, mais la question de gestion est essentielle. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair et à nouveau pour nous qui ne sommes pas des spécialistes, c'est utile de comprendre plus clairement effectivement le lien entre toutes ces questions. Deuxième temps, justement pour parler des réponses, je crois que la grande réponse au niveau global, c'est l'accord de Paris et donc les engagements de tous les États signataires justement de contribuer à l'atténuation, justement en essayant de contrôler la hausse des températures. Évidemment, se pose tout de suite la question de la pertinence des politiques d'atténuation pour le continent africain qui contribue très, très peu justement aux émissions et donc qui a contribué peu au réchauffement global. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui
du respect de ces engagements, de leur pertinence, et en particulier donc du côté des pays africains. Pour l'instant, donc, sur la question de l'atténuation. Il me semble que il est nécessaire de regarder le problème avec plus de lucidité. Bien sûr, les accords, les COP sont importants, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est comment améliorer les conditions de vie et la situation des populations du Sahel. Je pense que c'est ce qui doit nous motiver beaucoup plus, et c'est ce qui doit motiver beaucoup plus le politique et qui doit motiver beaucoup plus les partenaires. Mais il se trouve que pour ce qui concerne les pays sahéliens et pour ce qui concerne l'Afrique d'une manière générale, les changements climatiques sont à la fois une contrainte majeure parce que ça érode les gains en développement, ça érode les gains en amélioration des conditions et en même temps, ça constitue une opportunité. Une opportunité de repenser, de penser différemment le problème du développement. C'est-à-dire, au lieu de se mettre sur une problématique d'adaptation, une problématique d'atténuation, moi, je plaiderais beaucoup plus, c'est ce que j'ai essayé d'insuffler quand j'ai mis en place et que j'ai dirigé pendant 2 ans le Centre de politique africain en matière de changement climatique, c'est d'avoir un narratif propre à l'Afrique. Quel est le corpus du narratif propre à l'Afrique? C'est le développement d'abord. C'est-à-dire comment faire que notre développement il soit sur une trajectoire de durabilité. C'est-à-dire quand on prend l'agriculture, quand on prend l'élevage, quand on prend les infrastructures, quand on prend l'urbanisation, quand on prend l'énergie, c'est tout ceci pour assurer le bien-être de la majorité de la population sur une trajectoire de durabilité. Et la seconde question, comment faire en sorte que ceci soit compatible avec la contrainte climatique? Parce que désormais, la question du climat se pose à nous tous comme étant une contrainte majeure. On dit l'adaptation, c'est essentiel, c'est fondamental pour l'Afrique. Sauf que si par ailleurs on ne réduit pas les émissions, quel que soit l'endroit où on réduit les émissions, l'adaptation devient impossible. Il y a une limite à l'adaptation. On commence déjà dans beaucoup de pays sahéliens, dans beaucoup de pays africains à observer des pertes et dommages. Parce que c'est des contextes sur lesquels il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut plus s'adapter. Il y a les limites à l'adaptation. Et ceci, tant qu'on continue à émettre, c'est pas ici émettre et puis ailleurs. Ensuite, ce qui se pose beaucoup plus pour nos pays, c'est de prendre nos programmes de développement, que ce soit en matière d'agriculture, que ce soit en matière de santé, que ce soit les infrastructures que l'on met en place, et comment la construction de ces infrastructures sont compatibles avec le climat. Nous sommes au stade préliminaire du développement de nos infrastructures qui vont structurer le futur de nos pays. Malheureusement, on ne tient pas compte du tout de la question climatique en la mettant en œuvre. Prenons un cas très simple. J'étais en Allemagne, j'étais en France. Dans ces 2 pays, tout le monde le sait, on a la possibilité de prendre le transport individuel, on a la possibilité de prendre le transport collectif, on a la possibilité de prendre le vélo, on a la possibilité de marcher. Je mets au défi n'importe qui. À Bamako, on ne peut pas marcher dans la rue, on ne peut pas prendre le vélo. Et le transport public, c'est un casse-tête. Ce n'est pas uniquement Bamako, c'est aussi vrai à Dakar, c'est aussi vrai ailleurs. On n'a pas on a des choix relativement limités, alors qu'on aurait pu le faire. Ailleurs, ils sont en train de refaire les routes qu'ils ont déjà en place pour faire en sorte qu'il y ait des pistes cyclables.
et qu'il y ait également des espaces au sein de l'interstice urbain, même en Amérique latine. J'ai vu en Colombie également le cas où on essaie de dire qu'il faut faire réapproprier la ville par les piétons. Ben, ici, quand on est piéton, on se fait écraser. Ben, c'est des modes de vie. Ensuite, on a également, je pense que ça, c'est un des effets les plus néfastes que l'on commence à sentir maintenant des programmes d'ajustement structurel. On a arrêté de penser développement rural. Et du fait, par le fait également du secteur agricole, c'est-à-dire qu'il nourrit plus son homme, qui ne permet plus de tirer des revenus décents pour vivre et survivre, ben, la ville est devenue l'attraction. C'est devenu un lieu d'espoir. Pas uniquement la ville, mais la ville capitale. C'est-à-dire, il me semble que plus du quart de la population du Sénégal se trouve à Dakar, plus du quart de la population du Mali se trouve à Bamako. Et ceci, va en augmentant, pas du tout en diminuant, parce qu'on a l'espoir de pouvoir trouver quelque chose en ville. Et ça devient un cauchemar pour la plupart de ceux qui vivent en ville, parce qu'on a délaissé le développement en milieu rural. D'ailleurs, on n'a pas apporté la modernité en milieu rural. On a la possibilité également de le faire. Bon, voilà, esquisser un peu, parce que quand on regarde les avancées scientifiques du climat et puis les perspectives également de trouver des éléments de réponse, ceci nous amène à repenser différemment la manière dont on articule nos axes de développement et de sortir d'une problématique, d'un narratif qui est propre aux pays industrialisés, qui est propre aux pays émergents, et d'avoir le narratif propre et fondamental des pays africains. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs messages. Et le premier, c'est qu'au fond, où qu'on soit, il faut tout faire pour contribuer à l'atténuation de toute façon et à la limitation de la hausse des températures. Et au fond, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui se disent… Oui, allez-y. Juste un instant. Le problème de l'Afrique ne se pose pas tellement en termes d'atténuation, c'est d'évitement des émissions de gaz. Et se mettre sur une trajectoire de développement sobre ou nul en carbone. Et ceci que nous avons essayé, et on a publié des articles scientifiques sur la question, en disant aux négociateurs africains à l'époque, battez-vous pour les émissions évitées, non pas uniquement pour les émissions, c'est-à-dire existantes pour l'atténuation, c'est-à-dire ça participe au même combat. L'évitement des émissions, c'est-à-dire on définit, on bâtit nos systèmes pour éviter d'émettre. Je m'excuse de t'avoir interrompu. Non, c'est très clair et c'est important. Et ça me permet justement de poser aussi une question qui est liée à cela. Dans des pays qui ont découvert récemment des réserves importantes pétrolières ou gazières, se pose la question du développement, de l'exploitation de ces ressources. Si on parle de trajectoire pour éviter des émissions, cela pourrait être interprété comme ne développons pas, ne mettons pas en œuvre des grands projets, par exemple gaziers. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce choix qui, je pense, est probablement très difficile du point de vue des décideurs politiques? Est-ce qu'il faut renoncer, même lorsqu'on a des ressources d'énergie fossile, est-ce qu'il faut y renoncer? Avec un certain nombre d'universitaires, de scientifiques et d'experts africains, nous allons publier un article, c'est sous embargo, ça va sortir lundi prochain par Nature Energy. Et c'est justement sur cette question. Parce que on s'est rendu compte également que c'est les autres qui parlent de cette question. En Afrique, quand on parle, c'est de manière émotive. C'est-à-dire que c'est nos ressources, il faut qu'on le fasse. Mais nous, on a mené une analyse approfondie de la question. C'est-à-dire c'est une question complexe et compliquée qui relève de plusieurs considérations. C'est-à-dire tous les pays ne sont pas
ne partent pas de la même base. Si on voit globalement que les problèmes en Afrique sont à peu près similaires, mais chaque pays constitue un cas. Et les analyses que nous avons menées indiquent clairement, on peut regrouper globalement les 54 pays dans 4 cases. Une première case extrême, c'est l'Afrique du Sud, avec l'Afrique du Nord, où on a un niveau d'accès à l'électricité assez élevé, les infrastructures en place, fortement dominées par les énergies fossiles, notamment le charbon. Et en même temps, paradoxalement, c'est dans ces pays-là où le prix de l'électricité et surtout du solaire est relativement bas. À l'autre extrême, des pays comme le Burkina, le Mali, où on a, c'est des pays continentaux qui n'ont pas de ressources fossiles énergétiques encore, où le taux d'accès à l'électricité est relativement bas, où paradoxalement également, il y a un potentiel très important d'énergie renouvelable, et notamment du solaire, par le fait que du non-développement d'infrastructures, il se trouve que le prix du solaire est relativement élevé. Quoique ces pays peuvent se mettre sur une trajectoire totalement différenciée du système énergétique qui ne soit pas basé sur l'offre, mais basé sur la demande et de manière modulaire parce que les technologies permettent de le faire. Et entre ces deux extrêmes, on a le cas d'un pays comme l'Éthiopie ou comme le Kenya, qui a une base hydroélectricité relativement forte. Et il se trouve que les énergies, eux, ils peuvent très rapidement arriver à l'option zéro carbone dans leur système énergétique en place par le fait qu'ils partent d'une base très, très solide où il y a une forte présence du renouvelable là-dedans. Et des pays où on a un dilemme, c'est-à-dire des pays comme le Sénégal qui vient de découvrir le gaz, la Mauritanie, le gaz, le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Mozambique, où il y a un dilemme parce que c'est des pays qui ont le gaz et en même temps, ils sont lancés dans le domaine du climat. Et qu'est-ce qu'il faut pour ces pays-là? Parce qu'il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'on fasse une réflexion approfondie, malheureusement, qui n'a pas mené au niveau de ces pays-là. Parce que le monde évolue vers l'électrification de l'économie, la digitalisation de l'économie. C'est-à-dire, dans les 10 à 20 années à venir, on n'aura plus de voitures on n'aura que des voitures électriques, on aura une forte digitalisation de l'économie. Est-ce que ces pays ne courent pas le risque de ce qu'on appelle les actifs dévalués, ce qu'on appelle standard assets? C'est-à-dire que tu investis dans quelque chose que tu ne pourras plus utiliser et tu mets énormément d'investissements là-dedans. Bon, ensuite, quand on regarde également ce qui se dessine dans la plupart de ces pays, c'est beaucoup plus orienté vers l'exportation plutôt que le développement national, guidé par le développement national. Et que les infrastructures de développement du gaz et de l'utilisation au niveau national requièrent la mobilisation de ressources importantes et ça prend du temps. C'est-à-dire ça prend au moins une vingtaine d'années de développement des infrastructures. Dans cette échelle de temps, quand on regarde également, on fait une analyse prospective assez conséquente, on a un risque d'actifs dévalués. C'est-à-dire on a investi dans quelque chose qui n'est plus d'actualité, que l'on ne peut pas utiliser. Imaginez, c'est-à-dire qu'un pays décide de mettre en place, c'est-à-dire une usine de fabrication de réfrigérateurs qui fonctionne au fréon, alors que bon, c'est sorti totalement du marché. Ben, où est-ce qu'on peut vendre ce réfrigérateur-là? On a déjà fait l'investissement.
Je pense que c'est les... Ensuite, on voit également que la problématique du système de ces pays-là est influencée par au moins 4 facteurs. Un premier facteur, c'est l'incertitude et les risques, comme j'ai tantôt indiqué. Un deuxième facteur, c'est la géopolitique. C'est-à-dire, actuellement, on est en plein là-dedans avec la crise ukrainienne, c'est-à-dire qui n'est pas du tout notre crise, ni notre fait, ni notre implication là-dedans, mais on subit les conséquences de cela. Ensuite, un troisième facteur, c'est qu'il faut qu'au niveau national ou au niveau régional, qu'on développe les capacités d'analyse approfondies, les capacités de modélisation approfondies. Bon, en dehors des pays comme l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, les autres ne font pas cette analyse-là sur les différents éléments que j'ai tantôt esquissés. Ensuite, avoir une clarté de la situation nationale et avoir également ici le développement comme objectif. C'est l'énergie pour le développement. Mais ceci n'est pas tellement bien articulé quand on regarde ce qui se dessine dans le contexte de nos pays. Je m'excuse d'être long. Cet article-là sera disponible. Je vais te le passer à partir de lundi. Tu peux le distribuer. Malheureusement, c'est en anglais. On va tout faire pour essayer de traduire cela en français. Il y a une 50aine d'auteurs. C'est-à-dire, on a réuni 50 auteurs pour cet article-là. Et sur les 50 auteurs, 95% c'est des Africains du continent et puis de la diaspora. Et ceci est également indicatif de l'objectif que nous poursuivons en amenant ces 50 personnes signer un article majeur qui va être également présenté à Channel. Merci beaucoup. Ce sera un grand plaisir, effectivement, de le recevoir et de le diffuser largement sur la page, justement, dédiée à ce projet Wati et Club du Sahel. Et je crois que c'est une question extrêmement importante et vous montrez surtout que ce sont des questions qui sont complexes. Et donc, ça appelle à disséminer autant que possible les connaissances existantes et avoir un débat éclairé sur ces questions. Peut-être sur la question justement de l'énergie toujours, je crois que vous croyez beaucoup aux renouvelables. Vous aviez fait même un travail spécifiquement sur les énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest. La question qui se pose souvent, c'est la capacité de mettre à l'échelle. Je crois que vous-même, vous avez un dispositif solaire chez vous à Bamako. Dans quelle mesure vous pensez qu'il y a vraiment une possibilité de le mettre à l'échelle? Que les renouvelables, la question c'est, on peut les développer, mais est-ce que ça suffit par rapport aux besoins justement de développement? Alors que l'énergie fossile a été jusque-là pendant, en fait, c'est la base de l'industrialisation des pays à revenus élevés aujourd'hui. Sur la question de l'énergie se posent en Afrique 2 questions majeures. C'est-à-dire, tout dépend du système énergétique que l'on met en place. C'est-à-dire, il faut rompre avec le système existant. Quand on parle d'électricité, le système existant dominant, c'est le système centralisé. Et le système centralisé est un système exclusif. C'est-à-dire, on exclut ceux qui n'ont pas la possibilité d'un certain revenu parce que le tarif est basé sur l'investissement initial. Et le renouvelable, en revanche, on peut le faire de manière modulaire. Il y a une certaine adaptabilité, une certaine flexibilité, notamment le solaire. C'est-à-dire, quand on a 1000, on peut investir 1000, c'est-à-dire le solaire. C'est-à-dire, on peut produire de l'énergie pour alimenter une torche ou un téléphone de 300 watts, comme on peut produire pour alimenter une ville avec plus de 100 mégawatts. On a la possibilité, on peut le faire sur le temps également. C'est ça l'avantage. On peut le faire également en renversant la manière dont on aborde la question de l'énergie par la demande. C'est-à-dire, j'ai besoin de telle quantité d'énergie et je produis
cette quantité pour ma demande, satisfaire ma demande. Le jour où ma demande augmente, j'ai la capacité d'augmenter également mon système. Il y a cette flexibilité. Il y a le fait également que les prix baissent, et les prix baissent drôlement. C'est-à-dire, on a connu 75% du prix, aussi bien de la diminution du prix des panneaux comme des batteries. Et puis, ça permet également de donner de répondre à un certain nombre de besoins les plus importants. Quand on prend les pays sahéliens, il y a une prolifération des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises. Et un des problèmes les plus importants de ces petites et moyennes entreprises, c'est l'énergie. On a la possibilité de le faire. C'est-à-dire un tailleur, il n'y a plus de machines mécaniques à pied, à pédale, c'est des machines électriques. Donc, pour qu'il puisse travailler, il lui faut l'électricité. Il y a la possibilité avec un panneau de le faire. On a la possibilité également aujourd'hui de faire la cuisine avec l'électricité, c'est-à-dire à partir du solaire. C'est-à-dire c'est faisable et c'est efficient et c'est rentable quand on internalise un certain nombre d'éléments. On a la possibilité de le faire. Il faut qu'il y ait une politique adéquate. Quand j'ai quitté Genève, que je suis venu à Bamako, un des problèmes auxquels j'ai été confronté, c'est Internet et l'électricité. C'est Internet. On m'a dit non, il y a la fibre, il n'y a aucun problème. Mais le problème le plus important, c'est que s'il y a la fibre, s'il n'y a pas l'électricité, on n'a pas Internet. Ma question essentielle, c'était l'électricité. Avec le réseau, j'ai 2 ordinateurs qui ont pété. Avec les baisses de tension et autres, j'ai regardé ce qu'il faut faire en matière de solaire. Et puis, finalement, je suis complètement autonome. J'ai même une excellente production d'électricité. Et le temps de retour de mon investissement, c'est maximum 4 ans. En 4 ans, je rentre dans la fonds. Imaginez s'il y a une politique étatique dans le pays, un pays qui n'a pas la capacité d'investir sur la production d'électricité. Il incite ceux qui ont les possibilités de le faire. Ça va être, on ne va pas appeler du réseau et on va permettre à d'autres de pouvoir le faire. Et même si c'est à taux zéro, tout le monde est gagnant là-dedans. Donc, il y a la possibilité de le faire. En revanche, il y a une question essentielle et fondamentale sur lesquelles les pays africains ils doivent s'atteler, c'est la question de l'industrialisation. C'est-à-dire au stade actuel du développement des énergies renouvelables, ça ne peut pas nous permettre d'initier nos programmes d'industrialisation. Et ça demande un travail de réflexion approfondi, essentiel. Il y a un problème assez important sur lequel il faudrait qu'en Afrique, on commence à travailler. C'est tout ce qu'il faut comme ressources, les métaux rares, les ressources minières qu'il faut, parce que l'exploitation de ces ressources a des impacts assez importants, aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan social. Il suffit de regarder ce qui se passe en RDC. Or, on a énormément de ressources du genre dans le contexte africain et il faudrait que l'on commence à s'investir là-dessus. Et il faudrait également qu'on réfléchisse comment produire l'ensemble de ces systèmes sur le continent. On avait esquissé un programme, l'initiative des énergies renouvelables pour l'Afrique, et c'était au cœur de cela. Comment faire en sorte que les systèmes puissent être fabriqués en Afrique ici. Un des aspects essentiels, si les gouvernements africains ou sahéliens décident d'investir aujourd'hui sur la cuisson solaire électrique, la cuisson électrique avec les cuisineurs à induction. Ça veut dire qu'on va fabriquer des cuisinières qui sont adaptées aux conditions locales africaines, comme on a fait le Blikbanek et le Nopalais au Sénégal. On ne les a pas importés d'Europe. On les a fabriqués en fonction des aspects socio-culturels et adaptés au contexte. Donc, il faut des équipements adaptés au contexte. Et quand on a des cuisinières à induction, il faut également les ustensiles à induction qui fonctionnent à induction. Tout ceci seront fabriqués localement. Mais il faut une ambition, il faut une volonté politique assez forte. Et puis, il faut également que les pays puissent s'organiser et initier cela.
Merci beaucoup. Alors, si je comprends bien, il y a beaucoup d'adaptations qui peuvent être faites dans le fonctionnement quasiment au quotidien, dans différents domaines. Mais par contre, pour l'industrialisation, on n'a pas encore vraiment de solution. Si je comprends bien, enfin, notamment le solaire ne peut pas être une solution. Est-ce que l'hydroélectricité, bon, vous avez parlé de la RDC, du Congo, est-ce que par contre, avec des pays qui ont beaucoup une base hydroélectrique importante, j'imagine que ça, par contre, ça peut suffire pour soutenir les besoins d'énergie pour l'industrie. Ben non, de l'électricité, mais toutes les industries ne fonctionnent pas à cela. C'est-à-dire, il y a une réflexion, il y a un travail de réflexion à mener. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il faut qu'on mette sur la table l'industrialisation de l'Afrique. On peut pas rester un continent uniquement à exporter des ressources naturelles. Il faut qu'on se lance dans l'industrialisation. Et tant qu'on ne résout pas l'adéquation, la question de l'énergie, et tant qu'on ne résout pas cette question essentielle, ben on a des difficultés à pouvoir parler de cela. Et quand on regarde la plupart des pays africains, on a quelques difficultés. C'est-à-dire les pays qui ne sont pas des pays pétroliers, ben, on a des difficultés à voir. Le ministère de l'Énergie ne s'occupe pas du pétrole, ne s'occupe pas du gaz et autres. C'est le ministère des Finances. Donc, on a une compagnie d'électricité qui s'occupe de l'électricité. On se demande que fait le ministère de l'Énergie dans ces pays-là. Il y a quand même quelques difficultés. C'est-à-dire, il me semble, ensuite, la question de l'énergie est une question transversale. Elle ne peut pas être considérée comme une question sectorielle, comme un secteur. Parce qu'on ne peut rien faire sans l'énergie, c'est la base de tout. Une fois qu'on a résolu la question de l'énergie, ben, les autres questions sont relativement résolues. C'est-à-dire, imaginez aujourd'hui que dans les pays sahéliens, on essaye de passer de la situation actuelle à moins de 7% de terres irriguées à 20% de terres irriguées, on change totalement la donne. Les pertes post-récolte sont un minimum, selon les estimations, de 40%. C'est-à-dire avec l'électrification du secteur, de la chaîne de valeur, ben, on réduit drastiquement ceci et on crée énormément de valeur ajoutée au secteur agricole. C'est-à-dire la relation qui existe entre l'Afrique et les pays industrialisés, l'exportation de produits naturels, c'est la même relation qui existe entre le paysan, l'agriculteur, le milieu rural et le milieu urbain et la capitale. Il y a peu de valeur ajoutée. Bon, on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités et qu'on ne sait pas d'exploiter. J'étais récemment à Dakar pour la conférence des ministres de l'Environnement à l'hôtel du roi King Fahd. J'ai été agréablement surpris de voir que toutes les boissons qu'on servait, il n'y avait plus ces Coca, ces Fanta, ces Sprite, ces Junk et puis ces ceci ou ces cela. Il y avait le Dita, il y avait le Bissap, il y avait le Corosol, il y avait le Bouil, il y avait le Zaban. Ben, tout ceci est local. Imaginez qu'on investisse dans le développement des produits forestiers non ligneux. C'était quelque chose qu'on avait imaginé quand nous avions conçu en 2005 la muraille verte. Et c'était au cœur de ça, c'était autour des axes de développement, y compris de plantation. Ben, il se trouve que les Zabans, on produit énormément de Zabans au Mali, mais on n'a pas fait de recherche comment améliorer la productivité d'une Zaban. On va tout simplement en brousse-cueillir, ben, c'est en train de disparaître. C'est pareil pour le baobab, c'est pareil pour d'autres fruits locaux. Bon, or, l'ensemble de ces fruits, on peut faire des jus avec, ben, c'est assez sain, c'est nutritif, et puis on résout à la fois un problème alimentaire, un problème de revenus, un problème de dégradation des terres, un problème également alimentaire à la fois. C'est-à-dire, en même temps, on peut, le noyau du Zaban, on peut extraire de l'huile essentielle qui rentre dans les cosmétiques. Tout ceci également appelle justement à mettre l'accent sur l'énergie et de repenser ces différents éléments. Au lieu que le paysan coupe ses arbres
pour en faire du bois, du charbon de bois, pour qu'on puisse les mettre sous la marmite, ben, le paysan il va les valoriser. Ensuite, des industries se mettent en place et on change totalement de perspective, mais tout ceci requiert une certaine volonté politique. Tout à fait, merci beaucoup. Je crois que le Zaban, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bien le MAD, hein, ce qu'on appelle le MAD Oui, au Sénégal. exactement. Tout à fait. Ouais. Non, très bien. Je pense que et vous faites une transition avec J'avais deux autres questions avant de relayer les questions des participants. Et il y en a beaucoup. On va sans doute vous garder un peu plus longtemps, mais ça, on était à peu près sûr qu'il le faudrait. Sur la muraille verte, parce que vous avez justement travaillé aussi sur ce projet et qui avait été présenté comme étant peut-être l'une des réponses les plus importantes du continent à la question du changement climatique. On a l'impression que le bilan jusque-là n'est pas très positif. En tout cas, il est assez controversé. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce projet au fil des années? Est-ce que ça reste aujourd'hui une réponse pertinente qui produit des résultats et qui pourrait continuer à en produire? Ou est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises dans la mise en œuvre? Je n'ai malheureusement pas suivi l'évolution de cette initiative depuis à peu près la conception initiale, parce que je me rappelle que c'est le président Obasanjo qui avait demandé à l'époque au président Alpha Omar Konaré de l'Union africaine qui était à la commission d'élaborer un programme de travail là-dessus. En même temps, le secrétaire général de la CINSAD, Madani, Obasanjo lui avait demandé la même chose. Ben, les deux m'ont appelé, ils me disent, Yuba, ben, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse une muraille verte pour la lutte contre la désertification, la dégradation des terres. Ben, moi, je dis, c'est sûr. Ben, ils me disent, ben, lui, il ne peut pas aller dire à Obasanjo que c'est absurde. Il dit, il faut réfléchir là-dessus. Ben, j'ai réuni quelques experts africains à Tunis. À l'époque, j'étais à Tunis, et puis on s'est mis ensemble, on a imaginé cela, mais on l'a conçu, c'est-à-dire c'est une sorte, c'était pas une muraille physique. Ben, c'était uniquement dans l'esprit que c'était comme si on avait une muraille, c'était des actions de développement au niveau local, y compris des plantations d'arbres. C'était pas du tout planter des arbres de Dakar à Djibouti, pas du tout. Ben, on a également basé sur les expériences, c'est-à-dire on a utilisé ces plantations notamment en Égypte pour dépolluer l'air dans les villes. On l'a utilisé en Algérie et puis en Mauritanie pour la fixation des dunes. Dans les pays du Sahel, on l'a utilisé également avec des variétés de croissance rapide. Ben, nous, le programme initial, le projet initial, c'était des axes de développement à la base, ben, autour des questions que j'ai tantôt esquissées. Parce qu'à l'époque, nous pensions même, à l'époque, j'avais fait quelques visites en Inde pour introduire les gazogènes de petite dimension, c'est-à-dire si les projets de forestation étaient liés à la production d'électricité par les populations. Ils savent que s'ils ne plantent pas, ils n'entretiennent pas les plantations forestières, ils n'ont pas d'électricité. Parce que l'électricité vient des plantations qui mettent en place. Et tout ceci était imaginé. Et puis, avec le fil du temps, ben, j'ai eu l'impression que le projet a été beaucoup plus accaparé par les forestiers. Et puis, je n'ai pas tellement suivi. De mon point de vue, ça reste d'actualité. Et on peut le repenser cela en donnant plus de responsabilité, en le mettant au centre des programmes et des projets de développement au niveau local. Y compris, bien sûr, mais en mettant beaucoup plus le secteur productif et la valorisation économique de certaines plantations, comme je l'ai dit tantôt. Il y a un marché potentiel pour le MAD, il y a le jus de MAD aussi bien que les fruits de MAD. Donc, on peut très bien investir sur l'amélioration
de la productivité de l'arbre. J'étais, il y a une quinzaine de jours à l'université de Ségou, je donne une conférence sur les changements climatiques. Et la salle était remplie d'étudiants. Et j'ai posé la question de savoir tous ceux qui sont de la région de Ségou et qui ont moins de 40 ans, qui ont 40 ans et moins, et surtout ceux qui ont fait de la foresterie, de lever la main. Ben, il y avait beaucoup qui ont levé la main. Ben, j'ai mis 100 000 francs sur la table. Je dis, celui d'entre vous qui est capable de me citer le nom de 10 fruits locaux de la zone de Ségou, il prend les 100 000. Aucun d'entre eux n'a été capable de le faire. Quel signe ça indique? Qu'il y a une disparition de ces arbres-là qu'on peut facilement valoriser en créant des entreprises, en créant des emplois, en créant énormément de perspectives dans la zone. Tout ceci sont en train de disparaître. Pour des pommes, des prunes, des oranges qui sont importés du Maroc et ailleurs. Des raisins alors aussi. qu'on a des raisins, alors qu'on a de l'or entre les mains et qu'on ne voit pas. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut articuler la question du changement climatique autour des axes de développement et de sortir de cette dichotomie adaptation atténuation qui est un narratif qui ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est le développement, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est la préservation de notre environnement et puis c'est également la durabilité. Mais ceci requiert qu'il y ait un dialogue permanent entre trois, je dirais, groupes distincts qu'on identifie clairement dans chacun des pays et autour du Sahel, c'est-à-dire un premier groupe qui est le groupe des politiques, c'est-à-dire du local au national, un deuxième groupe qui est le groupe des praticiens, c'est-à-dire des individus, des communautés, des secteurs privés et tout ce qui s'ensuit, et entre les deux, un deuxième groupe qui est le monde du savoir, de la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut un dialogue permanent sur l'ensemble de ces questions essentielles. Parce qu'il faut d'abord les connaissances qui nourrissent les politiques qui appuient les actions et les actions également qui interrogent la science et de manière permanente. Là, on peut arriver à dessiner, à esquisser des perspectives qui vont dans le sens de mieux-être pour la majorité des populations. Merci beaucoup. Je pense qu'on retrouve là d'ailleurs une des recommandations de l'un de nos travaux sur la gouvernance politique et les leçons à tirer de COVID, ce besoin d'institutionnaliser le dialogue entre les producteurs de savoir et les décideurs notamment. Mais je pense aussi que ce que vous dites sur l'exemple de Ségou montre l'articulation et le lien avec l'éducation et le système éducatif, le système de recherche dans les pays de la région où on a perdu peut-être le lien avec le réel, le lien avec les possibilités de développement économique au niveau local. Donc, merci beaucoup. Alors, j'avais une question sur le financement, mais je pense qu'on va la garder. Je pense qu'elle va revenir aussi dans les questions des participants. Je voudrais peut-être demander à Laurent Boussard, qui à Paris, je pense qu'il est de plus en plus tard, donc il a probablement une question, une réaction aussi à ce qui a été dit jusque-là et je voudrais lui passer la parole peut-être. Oui, merci beaucoup. Je vais être très, très rapide. Je voudrais vous dire sincèrement merci. Vraiment merci. C'est d'une richesse extraordinaire tout ce que vous nous racontez. J'ai noté avec délectation cette incroyable distorsion entre cette solution pragmatique que vous avez imaginée il y a bien longtemps que les gens et les politiques ont transformé en une muraille illusoire. Et
c'est bien dommage. Moi, ce que je voulais simplement vous dire, non, je ne vais pas vous poser de questions parce qu'effectivement, le temps court, mais je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que si vous le permettez, je voudrais vous écrire après cette session pour vous dire, voilà, pour vous soumettre un certain nombre d'idées. J'ai noté que vous avez dit quelque chose d'important. On est au stade préliminaire de la construction des infrastructures. En fait, les infrastructures, les villes africaines, les agglomérations africaines sont dans l'enfance, d'une certaine façon, et que peut-être c'est une chance, parce qu'il est très difficile de faire changer quelque chose qui est établi et immobile, alors que l'on peut accompagner quelque chose qui est en train de naître. Et je pense que ça, c'est aussi un message que j'ai senti dans tout ce que vous avez dit, dans tous les exemples concrets que vous avez cités. Et je ne sais pas, mais peut-être que dans un prochain débat citoyen, Wati SWAC, Wati CSAO, Wati Club, on pourrait éventuellement approfondir cela à travers, là encore une fois, j'insiste, parce que je sais que les dernières COP l'ont dit, vous avez beaucoup parlé de l'agriculture, du monde rural, et vous avez bien raison, c'est très important. Mais je pense que peut-être qu'un prochain débat pourrait parler très concrètement de ces problématiques de transport urbain, par exemple, dans les villes. Comment est-ce que l'on construit, non pas comment est-ce que l'on transforme, mais comment est-ce que l'on construit des villes durables africaines qui sont en train de se construire. Et peut-être on pourrait envisager avec vous un dialogue là-dessus. Et puis, mais ça, ce sera, je vous l'écrirai aussi, mais je pense qu'on a besoin d'intelligence comme vous. Nous ne sommes que de modestes producteurs de savoir, mais d'intelligence comme vous pour mettre dans le débat de l'adaptation et de l'empêchement de l'émission de gaz à effet de serre les élus locaux africains. Nous, on travaille beaucoup avec les élus, avec les maires. Et peut-être là aussi, c'est ce qu'on va faire en marge de la COP27. Et j'ose même pas vous demander si vous accepteriez de participer à cet événement que l'on va organiser sur comment est-ce qu'on accompagne la formation des villes africaines avec la préservation et le développement d'espaces verts, de puits de carbone, etc. Enfin, bref, il est bien tard, mais je voulais encore une fois vous dire merci et vous dire qu'il faut absolument que l'on reste en contact et qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble avec Gilles sur un débat autour de la façon dont on peut inventer les villes africaines en train de naître de façon verte. Voilà, merci beaucoup. Si vous permettez juste une petite allez-y. Ce serait avec plaisir que je participerai à cet événement. J'étais à Abidjan à l'invitation de Anne Hidalgo pour la réunion des maires de francophones. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse en Afrique de ce que l'on entend par ville. En réalité, ce n'est pas des villes. Dans leur conception, ça dépend de ce que l'on définit comme ville. C'est des agglomérations où il y a une partie d'infrastructure de ce qu'on appelle ville. Il y a également des pratiques et des modes de vie rurales. Donc, il y a une combinaison et ça amène quelque chose qui est pas... Et quand on a en tête, on réfléchit au concept et autour de villes et que ce ne soit pas des villes, on est totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire, il y a, prenez Dakar, prenez Bamako, prenez Abidjan et autres, il y a de plus en plus, je dirais plus de 60%, plus de 50% de la population qui vit dans la périphérie urbaine où il n'y a aucune sorte d'infrastructure ou de quoi que ce soit. Donc, il faut beaucoup d'imagination, il faut beaucoup, c'est-à-dire pour renverser cela, on ne peut pas aborder la problématique de la ville sans la problématique du développement rural. Vous avez
je ne savais pas à quel point vous avez raison. On est très en retard. Je vais vous écrire en vous envoyant des… Mais je ne peux pas dire autre chose sur le fait que vous avez immensément raison. Et c'est ce que nous montrons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Merci à nouveau d'être resté tard avec nous. Et on va poursuivre la conversation. Alors, on va essayer de quand même nous fixer une limite de temps. Une quinzaine de minutes de plus de discussion, si vous pouvez nous le permettre, professeur Sokona, pour pouvoir relayer quelques-unes des nombreuses questions que nous avons reçues. Gilles, juste oui. un dernier instant, je suis désolé, comme je te l'avais dit, personnellement, je suis vraiment obligé. Mais donc, le débat, continuez le débat sans moi, mais on reste vraiment en contact. Merci infiniment, Gilles. Merci, professeur Sokona. Et vous allez avoir bientôt de nos nouvelles. Merci infiniment. J'ai beaucoup appris. Merci infiniment. Merci. Excellente soirée, Laurent. Alors, je vais donc relayer quelques-unes des questions. Alors, il y en avait une sur l'existence d'alternatives à l'atténuation, à l'adaptation, aux propositions, aux solutions, disons, qui sont aujourd'hui celles qui sont mises en avant par rapport au changement climatique. Donc, M. Barakambaï qui demandait s'il y avait d'autres alternatives, notamment sur le plan scientifique, pour limiter l'intensité des rayons UV sur la planète ou limiter l'impact du CO2 sur la couche d'ozone. Donc, question assez scientifique. Je ne sais pas si vous avez une réponse par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que celles qui sont aujourd'hui discutées au niveau international? Le problème, c'est comme on a dit clairement, ceci est la conclusion du rapport du groupe 3 et puis du rapport spécial sur 1.5. Il faut, de manière rapide, sans perdre de temps, une transformation en profondeur de tous les aspects de la société. Si on veut, tous les problèmes que l'on connaît à l'heure actuelle avec le climat, on a 1,1 degré de réchauffement. Imaginez si on passe à 1,50. Ça, c'est uniquement à 1,1 degré de réchauffement. Et tout ce qu'on connaît comme bouleversement à l'heure actuelle, si on passe, imaginez tout simplement cela. Donc, il faut une transformation en profondeur de tous les aspects avec 4 transitions essentielles. L'énergie, l'utilisation des terres, y compris l'agriculture, les infrastructures, les problèmes qu'on vient de discuter tout à l'heure sur l'urbain, et puis l'industrie. Une transformation en profondeur. Il se trouve que dans le contexte des pays industrialisés, et ils ont déjà des investissements qu'ils ont faits dans l'ensemble de ces secteurs-là qui nécessitent d'attendre la durée de leur cycle de vie pour pouvoir les changer. C'est pour ça qu'ils mettent l'accent sur la transition. Ils disent transition énergétique, transition de ceci, transition de cela. Nous, sans réfléchir, on rentre dans la transition. Nous, il faut bâtir quelque chose de totalement nouveau. C'est pas du tout la transition. La transition qu'il faut qu'on effectue, c'est le bois et le charbon, le bois et l'électricité. C'est cette transition qu'il faut faire. Et dans ces conditions-là, c'est-à-dire le narratif africain, ça doit être le développement sur une trajectoire de durabilité, un développement résilient et qui soit compatible avec la contrainte climatique. Donc, on a mis tout là-dedans. C'est-à-dire, il y a aussi bien les questions d'adaptation, il y a aussi bien les questions de résilience, il y a aussi bien les questions d'atténuation, il y a aussi bien les questions d'évitement, il y a aussi bien les questions d'équité, il y a aussi bien les questions d'inégalité socio-spatiale. C'est-à-dire, quand on est sur la durabilité, ça veut dire qu'on intègre la problématique de justice sociale. Et ceci intrinsèquement lié. Et l'approche également, ce qu'il faudrait également que l'on mette en avant sur le plan scientifique, c'est la science de la durabilité, mais qui est une science orientée vers la recherche de solutions à des problèmes qui se posent, plutôt qu'une science pour la curiosité de connaître et de connaissance.
Merci beaucoup. Il y avait une autre question, peut-être aussi qui relève un peu de la science. Quelle est la différence entre variation climatique et changement climatique? Apparemment, c'est une Oh, ça, question c'est qui très suscite simple. des débats dans le domaine scientifique. Non, c'est très simple. La variabilité climatique, c'est dans l'espace 1 ou 2 années, c'est à court terme. Les changements climatiques, c'est au moins les changements qu'on observe sur au moins 30 ans et plus. Très bien, merci beaucoup. C'est très simple, très clair. Une autre question, et je pense que beaucoup se la posent sans doute aussi au Sahel, hein, les phénomènes actuels de sécheresse, est-ce qu'ils sont dus forcément au changement climatique, sachant qu'il y a eu des épisodes, bien sûr, de sécheresse par le passé. Au fond, je pense que derrière, c'est la question de l'attribution des phénomènes climatiques extrêmes au changement climatique. Est-ce que la science permet vraiment de pouvoir, d'une certaine manière, identifier ce qui relève de changements climatiques de longue durée que vous soulignez et ce qui relève de phénomènes voilà, qui arrivaient déjà par le passé, qui ne sont pas nécessairement liés au changement climatique? Ben, de plus en plus, on arrive à le faire, comme je l'ai dit, avec le développement des observations, surtout au niveau spatial, et puis l'affinement, les précisions qu'on a apportées à la modélisation, c'est ce qui permet de donner des attributions à la question. Je me souviens, pour le 5e rapport, nous étions à Yokohama, et l'approbation du rapport du groupe 2. Les Africains étaient un peu outrés parce que dans le rapport de synthèse du groupe 2, il n'était pas indiqué la question de la sécheresse et de la désertification. Ben, parce que eux, ils disent que ça, c'est évident. On dit non, il n'y a pas d'évidence dans le domaine scientifique. C'est-à-dire qu'il faut apporter l'argumentaire scientifique de la question d'attribution de ce phénomène au changement climatique. Donc, on ne pouvait pas le faire à l'époque. C'est la raison pour laquelle on n'a pas avancé. Mais avec le 6e, on l'a avancé. Mais il reste encore que à mettre l'accent sur la science et les problèmes de données et d'information qui posent d'énormes difficultés. C'est-à-dire dans le domaine du climat, récemment, globalement, à travers le monde, il n'y a que 3,8% des moyens financiers pour la recherche sur le climat qui a été fait sur l'Afrique. 3,8%. Sur les 3,8%, il y a moins de 15% qui sont allés directement aux Africains. Mais tout le reste, c'est les non-africains qui ont travaillé sur l'Afrique. Ça pose quand même un problème. Or, la question du climat, c'est une question fondamentalement liée à la science. On a du mal à l'envisager. Moi, j'ai un entretien avec vous sur la question. Ben, j'ai jamais eu au GIEC, le GIEC, tous les Africains qui travaillent au GIEC, nous n'avons jamais un entretien avec les politiques africains sur la question du changement climatique. En revanche, on est invité tout le temps par les politiques des autres continents sur la question. On a un peu l'impression que le politique n'a pas pris conscience que la question fondamentale du climat est quand même la base fondamentale, c'est la science. Et il faut fondamentalement faire cette articulation. Les politiques invitent les négociateurs, mais ils n'invitent jamais les scientifiques. Et on a peu également de connexion avec les négociateurs, alors que sur les autres continents, c'est les scientifiques qui sont derrière les négociateurs et ils sont derrière également les politiques. Non, bah c'est très bien que vous fassiez le lien avec les négociateurs parce que justement, j'allais vous poser la question. J'avais l'impression qu'il y avait par contre de la concertation entre les politiques, les décideurs et les équipes, les négociateurs pour l'Afrique qui s'assurent d'avoir une position commune justement lors de la COP. Mais apparemment, par contre, les négociateurs ne sont pas en discussion avec les scientifiques, si je comprends bien. Non. Et d'où viennent les propositions qu'on va défendre lors d'une COP? Les propositions qui sont défendues par les négociateurs, elles sont basées sur… Je ne sais pas, ils ont souvent quelques conseillers
Et je me souviens quand je dirigeais le African Climate Policy Center, j'avais mis en garde les Européens, c'est-à-dire qu'ils faisaient la formation des négociateurs africains pour aller discuter avec les Européens. C'est-à-dire les Européens financent, ils vont à Oxford pour aller discuter comment négocier et en même temps, ils vont trouver les mêmes personnes devant eux pour négocier avec eux. À l'époque, moi, j'avais interdit à ces gens-là de prendre les Africains. Et puis bon, les choses ont continué. Ils ont d'autres conseils. Je ne sais pas du tout comment définir et puis comment construire les axes sur lesquels ils vont discuter, ils vont négocier. Merci beaucoup. Je crois que c'est là aussi très, très clair et très illustratif quand même de beaucoup de choses qui doivent changer. Il y avait une question sur le lien entre changement climatique et air protégée. Je pense que là encore derrière, il s'agit sans doute du lien plus général entre changement climatique et la question de la biodiversité. C'est pas tellement, la question du climat touche à tout, c'est-à-dire comme c'est relativement facile de l'expliquer avec la dégradation des terres, avec la déforestation, on détruit la flore et la faune en même temps. C'est-à-dire le lien est assez évident que plus le climat, avec une augmentation de la température, ben, il y a une destruction, une dégradation des écosystèmes, c'est-à-dire soit par les phénomènes d'aridité, de sécheresse, soit par les inondations, soit par les feux de forêt, tels qu'on a pu voir ici et là. Ben, ceci participe par la destruction de la flore et de la faune, donc de la biodiversité. Ensuite, il faut repenser également toute la question de ce qu'on appelle les aires protégées. Protégées pour qui et pour quelles raisons? C'est-à-dire, dans beaucoup de pays, surtout francophones, nous avons hérité du système colonial des parcs et puis des aires protégées qui n'ont pas été intégrés dans nos problèmes et puis nos perspectives de développement. Je pense qu'il faut repenser cela totalement. Quand on regarde en Afrique australe, ça participe, ça relève du tourisme qui est une source de revenus relativement importante. Donc, je pense qu'il faut repenser tous ces différents éléments. Ils sont arrivés, au moins en Afrique de l'Est, en Afrique australe, à préserver et puis beaucoup de leurs animaux sauvages, tandis que en Afrique de l'Ouest, on assiste beaucoup plus à une disparition de la plupart de nos ressources animales et puis de nos ressources végétales. Mais tout ceci mérite également un travail de réflexion, et puis un travail d'analyse et puis un travail scientifique. Tout à fait. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, sur les aires protégées aussi, il y a toute une discussion à avoir et au-delà peut-être de l'opinion spontanée qu'on peut se faire de cette question. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de commentaires. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions précises. Alors, il y a énormément de commentaires. Je pense qu'il y aura aussi des échanges directs à la suite de ces discussions pour approfondir certaines des questions. Je crois qu'il y avait la question des responsabilités sur le sujet du changement climatique. Au fond, quel est le rôle aussi pour les citoyens? Comment est-ce qu'on peut engager davantage les citoyens dans tout ce que vous avez dit en termes de solutions concrètes et ne pas se focaliser seulement sur la question globale du financement de l'adaptation par notamment les pays développés. Je pense que l'un des sujets de la COP, ça va être celui du financement de l'adaptation. Il y a eu une rencontre à Rotterdam récemment où le président Macky Sall justement aussi soulignait le fait que les engagements en termes de financement de l'adaptation en Afrique n'étaient pas respectés et qu'il y avait d'ailleurs eu très peu de
présence politique lors de cette réunion à Rotterdam sur le financement de l'adaptation. Donc, comment est-ce que on a à la fois une discussion sur ces questions un peu globales de compensation, de financement extérieur des politiques d'adaptation et en même temps, on travaille au niveau africain, au niveau local, au niveau des pays pour faire ce qu'on peut faire sans attendre nécessairement du financement extérieur. Je crois également que, comment dire, j'ai l'impression que le politique africain n'a pas pris conscience de la gravité et la dimension du problème. Il y a une différence fondamentale entre l'adaptation et puis l'atténuation. L'atténuation, on peut attendre. Bon, il va y avoir une augmentation de température, on va avoir des impacts de plus en plus amplifiés, généralisés et puis de tout ordre. Mais l'adaptation, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, on réagit spontanément, on peut être préparé à réagir, et on peut planifier. Mais dans tous les cas, on est obligé, quand il y a un phénomène qui se déroule, on est obligé de le faire. Actuellement, qui finance l'adaptation? C'est les populations, c'est les individus et c'est les États qui financent l'adaptation. Parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas attendre. Il y a une inondation, ce qui se passe au Nigeria maintenant, ce qui s'est passé à Dakar, ce qui s'est passé à Niamey, à Bamako, en perte de vie et puis en perte de dommages. Et puis, qui finance? C'est les individus et les États. Et quand on construit maintenant une route ou quand on construit une infrastructure quelconque, ben, si on est dans une zone aride, avec une aridité prononcée, si on construit une retenue d'eau, il est évident que le dimensionnement de la retenue, ça va être hors dimension, ça va être assez large. Donc, il va y avoir un coût supplémentaire, mais qui finance? Et ceci n'est pas documenté. Ceci n'est pas du tout étayé et qu'on mette sur la table. C'est-à-dire, plus on avance là-dedans, plus on spécule, plus on continue, plus on fait les frais. C'est ça la différence fondamentale. Moi, je ne vois pas du tout ça, ceci articulé. Ensuite, également, sur la question du climat, il faut quand même lier aux préoccupations, aux besoins nationaux. Les besoins nationaux, c'est quoi? C'est les questions de développement et comment faire en sorte que nos programmes, nos perspectives de développement ne soient pas contrariés avec la contrainte climatique. Moi, j'aurais voulu beaucoup plus qu'il y ait des éléments concrets, palpables et que chiffrés que l'on mette sur la table, plutôt que de dire on a besoin de financement pour l'adaptation. Oui, on a besoin de financement pour l'adaptation, mais il faudrait être beaucoup plus concret, beaucoup plus précis sur cela. Mais ça demande beaucoup de travail. Ça demande une réflexion approfondie et que aussi bien au niveau individuel et qu'au niveau collectif, c'est-à-dire on est tous engagés et on est tous concernés. Merci beaucoup. Alors, je crois savoir que les contributions, j'oublie le terme précis, les documents donc, qui ont été rédigés par chacun des pays, justement, sont destinés à préciser ces besoins. Les contributions, j'oublie le terme technique. Les contributions déterminées au niveau national. C'est ça, déterminées au niveau national, exactement. Mais qui a élaboré ces contributions? Qui les a discutées? Dans quelle forme on les a discutées? Quelles sont les populations qui ont été impliquées là-dedans? Est-ce qu'il y a une accountability sur l'ensemble de ces éléments? Dans quel forum? J'étais il y a quelques années à Bamako ici animé un forum paysan sur la question du climat. J'ai demandé à ce forum-là de plus de 700 personnes, est-ce qu'ils ont entendu parler de la contribution déterminée au niveau national? Aucun d'entre eux ne l'avait entendu. Et on sait également que beaucoup de pays africains, c'est des consultants qui ont débarqué dans les pays qui ont fait le rapport.
Merci beaucoup. C'est bien clair aussi sur les mécanismes et je crois que tout cela à nouveau, c'est précisément pour pouvoir mettre le doigt sur ces problèmes qu'on a ce type de discussion et je crois qu'à nouveau, au terme de ce débat, nous allons nous assurer de garder l'essentiel des points, des messages clés pour que les décideurs effectivement soient aussi au fait de ces recommandations. Une dernière question sur le rôle du secteur privé, question d'une participante. Donc, sur toutes ces questions de changement climatique, de ce qui a à faire notamment concrètement dans tous les domaines, infrastructure, on a parlé de l'alimentation. Il y a un rôle important pour les acteurs privés. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont déjà engagés dans les pays du Sahel que vous connaissez dans le débat, si les politiques ne le sont pas suffisamment, mais est-ce que les acteurs du secteur privé le sont? Et peut-être que comme ils sont peut-être plus écoutés que les scientifiques par les décideurs politiques, ça peut être aussi un moyen d'influencer les décideurs politiques. Je crois que tous les acteurs peuvent jouer et doivent jouer un rôle là-dedans. Le privé a un rôle à jouer là-dedans, mais il ne peut pas jouer un rôle central. Le rôle central, c'est l'État. Ben, c'est une question de bien public au niveau mondial, donc on est obligé de voir. Ils peuvent jouer un rôle là-dedans, à condition, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir ce dialogue permanent entre les trois groupes de catégories d'acteurs. Leur rôle doit être complémentaire des populations. Ensuite, il ne faut pas également se faire d'illusions. Le privé, c'est de faire de l'argent. Ce n'est pas une action philanthropique. Ben, même les actions philanthropiques, ils tirent des bénéfices quelque part. Ben, il faut avoir conscience de cela et de borner les limites dans lesquelles le privé peut intervenir et doit intervenir, à côté de l'État, à côté également des populations, à condition d'avoir une idée assez claire de ce que l'on veut et de l'orientation que l'on veut prendre. Ben, le privé ne peut pas se substituer à l'État. Il y a l'État qui a un rôle important à jouer, un rôle central à jouer là-dedans, de facilitation, de contrôle, et puis de légitimité, mais à condition que ça soit fait de manière responsable, de manière transparente et de manière claire, ben, sans ambiguïté aucune. Merci beaucoup. On ne va pas abuser de votre temps alors que vous venez juste d'atterrir à Bamako et qu'on vous a pris dans la foulée de votre arrivée. Je vais remercier toutes les participantes et tous les participants à ce dialogue avec le professeur Youba Sokona. Merci infiniment pour votre temps, pour la très grande richesse de vos propos. On le savait, donc il n'y a aucune surprise et je pense qu'au-delà de l'expertise, il y a aussi cet engagement très clair, très explicite pour le progrès, l'amélioration des conditions de vie des populations et c'est vraiment cela l'objectif ultime de ce type de rencontre et c'est l'objectif ultime de Wati à travers la participation, en tout cas au débat public. Merci au Club du Sahel, donc notre partenaire dans le cadre de cette série de rencontres sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest sur différents sujets. J'annonce déjà que le prochain rendez-vous dans le cadre de cette collaboration, ce sera un autre dialogue également avec cette fois-ci une personnalité plutôt du monde de la sécurité. On va parler de la sécurité au Sahel et probablement spécifiquement de l'état des forces de défense et de sécurité, des forces armées dans la région. Ce sera a priori le 10 novembre, donc très bientôt. Et nous aurons ensuite aussi des tables rondes avec plusieurs participants sur différents sujets dans le cadre de cette collaboration au cours des prochains mois. Je signale également qu'au-delà de ces événements ponctuels, les rapports du Club du Sahel sur la question climatique, sur la question des villes, sur les questions de sécurité et les documents également issus des concertations sahéliennes, les documents produits par Wati sont tous disponibles sur le site de Wati et sur le site du Club du Sahel.
Je vous invite, si vous ne l'avez toujours pas fait, à vous inscrire pour recevoir la newsletter hebdomadaire de Wati. Vous serez informé des publications, mais aussi de tous les événements que nous organisons. Et je signale peut-être enfin que vous pouvez aussi soutenir Wati en donnant un commentaire sur cette discussion et sur les autres événements, mais aussi en nous soutenant directement à travers la plateforme. Hein. Vous avez la possibilité de contribuer financièrement à Wati. Nous essayons de faire en sorte qu'on ait des institutions africaines qui soient libres, indépendantes et qui travaillent dans la durée. C'est le Wati que le professeur Yuba Sokona a mentionné tout à l'heure. Et pour cela, nous avons besoin du soutien de toutes et de tous. Donc, merci à nouveau pour votre temps. Merci, professeur Sokona. Je vous souhaite une très belle soirée et un bon repos à Bamako. Et je signale enfin que pour ceux qui n'ont pas pu écouter le slam de Patterson au début, il repassera là à la fin de cette discussion. Donc, maintenant. Merci à toutes et à tous et excellente soirée. OK, merci Gilles. Je m'excuse des désagréments qui n'étaient pas de ma faute. Ben, peut-être que si j'avais un jet privé que je ne peux pas avoir à cause du climat. Okay. On le sait miraculeusement, ça a Merci. parfaitement tenu. Merci beaucoup. Et à bientôt. Au revoir. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Moi, je me nomme Amadi, j'habite à Mopti, sur la terre, mon destin est écrit, compter sur elle, j'ai appris. Pour vivre, aimer, espérer, et cela m'a toujours suffi. Mais ces derniers temps, le ciel ne pleure plus assez, l'aridité a inondé mon cœur et c'est la faim qui y fleurit. Les enfants apprennent à mâcher le vent pour tenir debout, avoir au moins la force de rêver. Moi je me nomme Madi, j'habite à Chari, mon luxe n'est pas de boire, mais juste exprimer cette envie de boire. La soif a élu domicile non loin de chez nous, elle terrorise et assèche les cours d'eau, elle est même plus dangereuse que Boko Haram, il paraît. Il paraît que la guerre a éclaté dans le grenier du monde, qu'on doit s'attendre à pire, mais déjà ici, quand on respire, on reçoit la canicule à bout portant. Le soleil fait sa soupe avec nos crânes, alors à quoi pensez-vous quand vous dites qu'il y a pire? À quoi pensez-vous quand vous dites qu'il y a pire? Pour nous, le changement climatique n'est pas un concept, un phénomène lointain qu'on vit là-bas. Il s'invite au petit déjeuner qu'on ne voit pas, rafle le maigre déjeuner des mères d'ici et là. Bon appétit, Inch'Allah. En attendant, on tâtonne pour planter les céréales de la résilience, espérant récolter des graines d'adaptation. Un feu vert pour la verdure tient mille confond vert. On n'attend pas des sauveurs, vraiment pas. On cherche à renaître à notre manière. On cherche à renaître à notre manière. Patterson.